Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette dernière session de la première journée qui était déjà, je trouve, assez dense. Donc bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Pierre-Emmanuel Brugeron. Je m'occupe des ressources à l'espace éthique de la région Île-de-France. Je participe aussi un peu à la coordination de cet événement. C'est pour ça que vous me voyez courir partout. On aimerait vous proposer avec cette formation flash qui dure 1 heure, un peu un nouveau format, un format qu'on a testé à Nice pour les années précédentes, donc qui est assez nouveau pour nous et qui je trouve fonctionne assez bien, qui est d'essayer d'avoir en 1 heure un peu un panorama des questions à se poser quand on monte et qu'on veut structurer et faire vivre une structure de réflexion éthique, une démarche, ainsi qu'un exemple par le concret de comment est-ce qu'on peut, de manière éthique, présenter, discuter, analyser un cas, une situation qui est aussi très concrète. Et donc ça, nous, on aura la première partie avec ma collègue Anne-Caroline Clause Verdreau, qui est médecin de santé publique et responsable de la mission Observatoire à l'espace éthique. Les 20 premières minutes un peu sur les points d'attention, et le reste de la séance, donc c'est-à-dire 40 minutes, avec Fabrice Exil, qui est co-directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France et qui fera un peu les travaux pratiques. Et vous serez amené à mettre un peu la main à la pâte aussi. Là, ce qu'on va vous proposer pendant les 20 premières minutes, c'est un peu une synthèse des travaux qu'on a menés cette année, que Anne-Caroline principalement a menés cette année, donc avec le réseau de l'espace éthique Île-de-France, à travers à la fois nos journées thématiques, des webinaires mensuels thématiques également, que vous pouvez retrouver, enfin auxquels vous pouvez vous inscrire sur le site de l'espace éthique, et ainsi que les conclusions un peu de la journée annuelle qu'on organise au profit des porteurs de démarches, qui s'appelle l'école d'été, qui n'est pas l'université d'été, qui n'est pas l'université d'automne, qui est l'école d'été, qui a lieu à l'espace éthique et qui est un moment de mise en commun pour les porteurs de démarches éthiques, des questions, des retours d'expérience, et de ces éléments-là. 3 items pour ces 20 minutes, donc ça va être assez synthétique, qui sont les 3 items qui vont être au centre du prochain numéro du magazine de l'espace éthique qui sort dans les prochaines semaines. Ces 3 items, c'est la question de l'inscription de la démarche dans le cadre institutionnel, la question de la participation de tous, la question des acteurs dans la réflexion éthique, et le 3e point, c'est la question et les paradoxes de l'évaluation de la démarche éthique. Et je laisse tout de suite la parole à Anne-Caroline pour commencer. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, bonjour à tous. Donc oui, un mot sur ce premier point évoqué à l'instant par Pierre-Emmanuel, qui est la question de l'inscription institutionnelle. En fait, en termes d'inscription institutionnelle, on navigue souvent sur une ligne de crête, l'objectif étant d'essayer de trouver un peu un équilibre entre ni trop ni pas assez d'institutions. Et entre ces 2 écueils, trop ou pas assez, il y a un principe en particulier qui doit nous servir de repère, c'est le principe d'indépendance. C'est-à-dire que tout doit être fait pour que la démarche éthique puisse au maximum, en termes de fonctionnement, conserver son indépendance. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour tenter de préserver au maximum cette indépendance ? Je prendrai ici rapidement 2 exemples qui sont issus des démarches éthiques elles-mêmes. Le premier, c'est que ce qui peut être fait, c'est d'essayer de garantir que tout ce qui sortira en termes d'écrit de la structure sera systématiquement relu par l'ensemble des membres de la structure. C'est effectivement quelque chose qui aide à ce que tout le monde puisse se sentir au maximum libre de parler et ne se censure pas dans ses propos. Un autre exemple, il peut s'agir de faire en sorte que, dans l'idéal, il n'y ait pas de rapport hiérarchique direct entre les membres de la structure. C'est effectivement aussi quelque chose qui peut aider à ce que les personnes se sentent plus libres de dire ce qu'elles ont envie de dire, même si évidemment ce n'est pas toujours possible de garantir cette absence de rapport hiérarchique. Et pour illustrer un peu
Cette question de l'institutionnalisation et puis un point qui est quand même souvent le point par lequel on rentre, là-dedans, c'est, la présence et la participation de la direction, dans les structures de réflexion éthique. Pour donner un peu un exemple, concret, on s'était rendu il y a assez peu de temps dans un EHPAD qui a un comité de réflexion éthique qui marche très bien, qui existe depuis longtemps et on avait parlé assez longuement avec le directeur. Excusez-moi, je me rends compte que vous deviez peut-être pas beaucoup entendre. Et on avait parlé assez longuement avec le directeur de cet EHPAD qui venait d'arriver et qui disait que lui, en fait, voyait un peu la question de comment est-ce que les directeurs peuvent participer à ça à travers la question de la culture. Que les directeurs, la direction peut avoir une culture qui n'est pas forcément exactement la culture de la réflexion éthique, que c'est aussi parfois un peu différent de la façon dont il voit les choses, que lui, quand il est arrivé, il voyait comité éthique comme un comité, c'est-à-dire comme quelque chose qui est un organe de décision supplémentaire, à qui on pouvait un peu demander des choses avec des contraintes de temps, avec des contraintes un peu de résultats. Et en fait, il nous a dit que le facteur le plus important pour changer cette culture, bah, c'était déjà un peu une posture de participation, et puis c'était le temps. C'était le temps qui était nécessaire pour se rendre compte que bah, ce n'est pas un organe de décision supplémentaire, c'est un lieu où on essaye de créer du commun, mais où on a quand même un rapport au temps et un rapport à la réflexion sur l'utilité, ça on le verra avec la question de l'évaluation, mais un rapport à l'utilité qui est quand même pas forcément exactement la même chose qu'un organe de décision ou qu'un comité d'une autre nature. Et lui, ce qu'il disait, pour un peu faire la transition avec la partie de la question des acteurs, c'est que dans le comité où ils étaient, il y avait des soignants, il y avait des résidents, il y avait des familles, il y avait des invités extérieurs, et que lui, il voyait un peu comme une espèce de... l'image qu'il utilisait, c'était l'image de la baie vitrée, c'est-à-dire quelque chose de très large, qui permet de faire rentrer un maximum de lumière et de voir un peu les choses sous un nouvel angle. Et que ça, en arrivant là où il arrivait dans l'EHPAD en prenant ses responsabilités, il n'imaginait pas vraiment que ce soit quelque chose qui soit nécessaire, ni existant, ni en tout cas, ce n'était pas vraiment dans son logiciel. Et donc, la question de l'institutionnalisation, il y avait au moins déjà une question de culture et de faire une place à cette personne avec les critères et avec les enjeux dont Anne-Caroline parlait, mais que c'est quand même en grande partie une question de culture. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point qu'on avait annoncé en introduction, donc la question de la participation de tous à la démarche. Et Pierre-Emmanuel l'a déjà un petit peu évoqué juste avant. Voilà, on dit souvent que la démarche éthique, elle se doit d'être ouverte à tous, à la participation de tous, mais qu'est-ce que ça traduit en fait, ce principe d'ouverture, et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Il me semble que cette ouverture, elle devrait d'abord être là pour garantir le fait qu'on puisse entendre des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Catherine Courouble le disait ce matin, hein, les professionnels travaillent essentiellement en silo et ne se parlent pas entre eux, ou en tout cas pas suffisamment. Et si on participe à une démarche éthique, si on s'investit dans une démarche éthique, c'est pour entendre des choses nouvelles de la part de personnes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'écouter, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si finalement on écoute que les gens qu'on a l'habitude d'écouter? Eh bien, on reste dans une démarche qui risque évidemment de tourner un peu en rond, et où finalement on entend ce qu'on a envie d'entendre, ce qui nous rassure d'entendre, et en général dans ce cas-là, il ne se passe pas grand-chose. Mais me semble-t-il, si on n'est pas à un moment un peu bousculé, un peu dérangé, ou du moins changé par ce qu'on entend, si ce n'est pas le cas, on peut se demander si on est bien en train de faire de l'éthique. Et je prendrai ici l'exemple du même comité dont parlait Pierre-Emmanuel à l'instant, comité éthique qui existe depuis une vingtaine d'années dans un EHPAD parisien, et qui fait d'ailleurs l'objet d'un reportage dans le prochain numéro de notre magazine. Et la responsable de ce comité, qui est psychologue, nous disait à l'occasion de ce reportage que cette expérience-là, d'animer ce comité, ça lui avait permis de voir les choses différemment. Et elle nous disait que animer ce comité avait véritablement changé son regard sur le vécu des résidents.
Donc en résumé, je dirais que faire de l'éthique, ça veut toujours dire prendre un risque, prendre le risque d'être bousculé, d'être dérangé, prendre le risque de changer d'avis, prendre le risque de la nouveauté, prendre le risque aussi de développer une forme d'esprit critique peut-être. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur cette attitude, en fait, cette attention à essayer d'avoir des profils les plus variés autour de la table, ou en tout cas associés à la démarche, je pense qu'on peut se dire que ça remplit au moins un rôle qui est un peu double en fonction qu'on soit interne ou un peu plus ouvert. Et ce qu'on a remarqué, nous, sur ces questions-là, c'est que, par exemple, sur les questions de discussion qui intègrent des familles de résidents, qui intègrent des résidents, qui intègrent des patients, qui n'est pas uniquement des professionnels, ça a un rôle d'un peu prévention de la violence, création d'une culture un peu commune de la réflexion, création d'un vocabulaire commun, et je pense que ça a aussi également un rôle qui est assez important, qui est que je trouve que c'est plutôt rassurant. Quand on sait qu'on est pris en charge par des gens qui se rendent compte qu'ils ne savent pas tout le temps et qu'ils ne savent pas forcément quoi faire et qui ont le recul qui leur permet quand même de se dire on va se poser un peu et on va essayer de réfléchir et de mettre ça en commun. Je trouve que dans une approche un peu de qualité de la relation, je pense que c'est assez important aussi d'arriver à faire un doute qu'on arrive à construire sur la place de l'incertitude, sur la place du questionnement sur les modalités. Et je pense que moi, en tant que si j'étais proche, je serais assez rassuré de savoir que les gens se posent des questions dans leur activité, dans une activité aussi complexe que le soin. Le deuxième point, qui ça est quelque chose que moi, à titre personnel, je n'avais pas forcément vraiment beaucoup vu, mais que maintenant je vois de plus en plus, ou en tout cas de plus en plus clairement, c'est le rôle des réunions sur lesquelles on met le terme d'éthique, qui sont en grande partie des réunions où on va expliciter un peu des situations, des prises en charge, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, parce que ça part un peu je pense un peu par exemple une démarche qui est portée dans un hôpital parisien en réanimation. Une grande partie des cas qui sont traités ne sont pas forcément des cas qui posent des problèmes éthiques au sens de il y a un dilemme, il y a une question un peu philosophique, il y a un conflit de valeurs, il y a quelque chose comme ça derrière. En fait, on se rend compte que très souvent, on met un peu derrière éthique le moment où on peut revenir sur des cas où les différents acteurs, notamment les infirmières, notamment les aides-soignantes, se rendent compte qu'on leur a demandé de faire des choses et qu'elles ne savaient pas exactement pourquoi, et que c'est ça qui a fait, cette espèce de malentendu ou de manque d'information, qui a fait naître un peu l'impression qu'il y avait un dilemme ou qu'il y avait un problème. Et je trouve que, en tout cas, peut-être que c'est pas si nouveau que ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je voyais un peu moins il y a quelques années. Il y a quand même cet enjeu que maintenant l'éthique vient répondre aussi à un besoin de communication dans les équipes, et que en fait c'est aussi le temps de la communication sur des choses qui en principe ne relèvent pas forcément du doute sur la démarche à suivre, mais qui sont un peu plus le pourquoi est-ce qu'on a fait comme on a fait, et de la communication qu'on aurait pu imaginer avoir lieu ailleurs. Merci beaucoup. J'en viens au troisième point, donc sur l'évaluation, qui sera le troisième et dernier point qu'on abordera. Cette question-là de l'évaluation, elle touche à quelque chose de vraiment important, qui est de savoir comment on évalue une démarche éthique, qu'est-ce qu'on est censé mesurer, comment est-ce qu'on va quantifier les bénéfices, les apports de cette démarche. Et derrière ça, la question que ça pose, c'est la question de savoir à quoi devrait servir une démarche éthique. Et d'ailleurs, est-ce qu'une démarche éthique devrait nécessairement servir à quelque chose, être efficace, avoir des effets mesurables, objectivables, et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que justement, faire de l'éthique, s'investir dans une démarche éthique, ce serait une façon d'essayer de résister à toutes ces injonctions qui demandent aux professionnels d'être toujours performants, efficaces, productifs. Est-ce que ça ne pourrait pas être d'abord ça, une démarche éthique, c'est-à-dire un lieu où pour une fois on n'aurait aucune obligation de performance, d'efficacité, et en même temps, si on veut que des moyens humains, financiers soient
soit investi dans la réflexion éthique, si on veut sortir de la logique du bénévolat qui est souvent malheureusement le lot des personnes qui s'investissent dans une telle démarche. Si on veut sortir de cette logique-là, il faut bien à un moment réussir à montrer, à prouver d'une manière ou d'une autre que ce qu'on fait sert à quelque chose. Et donc il faut pouvoir trouver un moyen de valoriser ce qui a été fait par la structure éthique, voilà, trouver un moyen de mettre en valeur ce qui a été fait. Et à mon avis, l'évaluation, elle doit notamment servir à ça, à mettre en valeur ce qui a été fait, voilà, pour derrière pouvoir justifier que des moyens soient investis dans une telle démarche. Merci. Et tu citais le paradoxe de l'éthique et du moment un peu où on va faire quelque chose qu'on ne veut pas, ou enfin, qui va peut-être ne servir à rien. La question de la question de l'évaluation, elle est toujours enfin, dans la réflexion éthique, elle est toujours traversée par un paradoxe. Le paradoxe le plus évident, c'est que très souvent, on demande à la réflexion éthique de venir à offrir un peu une bouffée d'air dans un domaine qui est quand même assez surchargé d'évaluation, de process, de choses qui sont un peu standardisées. Et donc, là, on voit la réflexion éthique comme, comme oui, la bouffée d'air. Enfin, nous, ça doit faire maintenant 13 ans qu'on fait les universités l'été. Quand on fait les questionnaires de satisfaction pour un peu recueillir ce qu'en pensaient les gens, l'idée de la bouffée d'air est quand même vraiment la métaphore qui revient le plus souvent, avec le nez dans le guidon, c'est la deuxième. Mais parmi les autres paradoxes sur la question de l'évaluation, il y a ce côté un peu entre l'interne et l'externe. Entre l'interne, si jamais on se fixe un peu ses propres critères de savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on évalue sa propre réflexion au sein d'un même groupe, on risque un peu de tourner à vide et d'avoir le côté un peu tautologique de on produit ses propres règles, des choses comme ça, parce qu'il n'y a personne de l'extérieur qui vient apporter un peu du sang neuf. Si jamais on est beaucoup sur de l'évaluation externe, avec éventuellement en suivant des référentiels comme il en existe pour pas mal de domaines, on a aussi le risque de voir le référentiel comme un peu le but et de se conformer à quelque chose, et à la fin que on s'homogénéise un peu, Et pour sortir de cette espèce de petite paradoxe paradoxe, il y avait une idée qui était proposée par un philosophe avec lequel on travaille beaucoup à l'espace éthique, qui s'appelle Yanis Constantinides, qui était d'essayer d'avoir une espèce de troisième voie, qui soit de l'évaluation un peu interservice ou interdémarche. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même d'avoir un réseau avec des gens qui font à peu près la même chose que vous, qui se posent à peu près les mêmes questions, mais dans d'autres établissements, peut-être dans d'autres domaines, et que vous puissiez avoir des moments, pas forcément formels, où vous allez discuter un peu, vous échanger sur ce qui marche moins, sur ce que vous essayez de faire, ce qu'ils essayent de faire, et en tout cas qu'il y ait un peu une émulation par les pairs et une comparaison, enfin, qu'on s'analyse en se comparant avec un peu de recul, mais qu'en tout cas, le fait de discuter avec des personnes qui se posent à peu près les mêmes questions que vous et qui ont un peu les mêmes objectifs que vous, est quelque chose de très important, parce que ça permet au moins d'enrichir quelque chose et c'est pas des cases à cocher. Et mon dernier point sur cette question de trouver des gens qui font à peu près les mêmes choses que vous et les choses comme ça, c'est, vous le savez peut-être ou vous le savez pas, donc nous on est l'espace éthique maladie neuroévolutive, mais on est porté par l'espace éthique région Île-de-France. Il y a un espace éthique dans chaque région, et parmi les missions des espaces éthiques, donc vous venez de toute la France, donc il y en a forcément un dans votre région, sauf si vous venez de Tahiti, mais ce que je vous souhaite. Si vous avez un espace éthique, vous pouvez le solliciter, parce qu'il y a une mission d'observatoire dans les espaces éthiques qui est d'un peu savoir ce qui se passe sur le territoire, d'un peu savoir qui fait quoi, et d'avoir une capacité à mettre des gens en réseau, et en tout cas à casser un peu les situations de solitude qu'il peut y avoir, ou d'essoufflement qu'il peut y avoir, et de venir en ressources à eux. Donc si ce n'est pas déjà le cas chez vous, je vous encourage quand même aussi un peu à vous rapprocher de votre espace éthique pour dire que vous avez envie de savoir ce qui se passe autour de vous. Sur l'espace éthique, par exemple, de Île-de-France, il y a une cartographie. C'est le cas également dans d'autres espaces éthiques, je pense à Bourgogne-Franche-Comté. Mais en tout cas, n'hésitez pas, parce que ce sont des lieux ressources pour des gens comme vous qui peuvent être amenés à monter une démarche.
Merci beaucoup. Donc on va conclure un peu sur ces 3 points, et je vais essayer de raccrocher avec la thématique aussi de cette université d'automne. J Voilà, juste ce que je voulais rappeler, c'est que monter une démarche éthique, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est une démarche qui peut toujours s'améliorer, on peut toujours en améliorer le fonctionnement, et donc il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, sinon on ne se lance jamais dans une démarche éthique. Mais voilà, c'est une démarche qui prend beaucoup de temps à se mettre en place, et un des exemples qu'on a cité à 2 reprises, c'est voilà, c'est une structure qui existe depuis 20 ans et qui maintenant fonctionne vraiment bien. Et voilà. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette conclusion, c'était sur plus spécifiquement sur la place des émotions en éthique. Fabrice Euxil en parlait ce matin. On a souvent tendance à considérer que l'éthique, elle est du côté exclusivement de la réflexion, de la rationalité. Et on peut avoir tendance aussi à se méfier des émotions. On va alors pathologiser les émotions, hein, comme le disait Armelle Debru ce matin. On les pathologise pour tenter de les maintenir à distance. Et on entend souvent, pour justifier l'absence de personnes concernées au sein d'une structure éthique, on justifie souvent cette absence en disant que ces personnes premières concernées, elles seraient peut-être un peu trop dans l'émotion, comme si ces émotions, elles risquaient de venir, disons, parasiter la réflexion éthique. Or, on constate que l'usage, par exemple, des supports fictionnels, hein, que ce soit des films, des extraits de séries, l'usage de ces supports avec le fait qu'il y ait le son, l'image, ça va provoquer en nous un certain nombre d'émotions. Et à l'espace éthique, on utilise beaucoup ce support-là, fictionnel, dans le cadre des démarches éthiques en établissement notamment. On utilise beaucoup ce support-là parce qu'on constate que finalement, se laisser, disons, gagner par les émotions, se laisser émouvoir par les situations, en fait, loin de parasiter notre réflexion, les émotions vont nous aider, au contraire. Comment dire, le fait d'accueillir, d'écouter nos émotions, et pas seulement nos émotions mais aussi celles des autres, d'essayer de les réhabiliter, comme le disait Fabrice Exil ce matin. Le fait d'essayer de les accueillir, de les écouter, de les réhabiliter, loin de parasiter notre réflexion, au contraire, elle nous aide au contraire à ce que notre réflexion puisse se déployer plus largement. Je m'arrête là et on vous remercie tous les deux pour votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Fabrice Gzil.